Il fallait une sacrée dose de confiance en soi pour que les deux hommes, qui subissent des pressions contradictoires dans leur propre pays, osent se rencontrer afin de régler le conflit international le plus grave du XXIe siècle. Beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui en Alaska, c'est ce dont nous allons discuter dans cette première analyse menée sur le fil. Plusieurs F-22 américains sont stationnés sur le tarmac de l'aéroport d'Anchorage le 15 août 2025 lorsque les avions des deux présidents se posent. Donald Trump arrive de Dallas au Texas après un vol de 7 heures et atterrit vers 20h30 heure de Paris. Une photo attire mon attention. On y voit plusieurs F-22 positionnés sur le tarmac, mais deux semblent former un V comme pour exprimer la victoire. Mais quelle victoire peut-on espérer dans un conflit de 3 ans et demi qui a déjà coûté des centaines de milliers de vies de part et d'autre? Ce serait bien sûr une victoire politique exceptionnelle, à la fois domestique et internationale, si Donald Trump parvenait à obtenir un cessez-le-feu. Et pour Vladimir Poutine, l'occupation possiblement actée de 5 oblasts ukrainiens, même si le trophée semble modeste face aux ambitions initiales de conquérir le pays tout entier, et une réhabilitation politique de sa personne et de la Russie dans le concert international constituerait une victoire majeure. Il est finalement assez habituel pour Donald Trump en particulier, et pour un président américain en général, d'orchestrer ce genre de mise en scène pour des événements historiques. De mémoire, on pense au sommet Reagan-Gorbatchev à Reykjavik en 1986, décor glacial, sobre, mais très symbolique, ou encore la visite de Nixon en Chine en 1972, filmé au ralenti, devenu un moment iconique. Vladimir Poutine et Donald Trump descendent respectivement de leurs avions à quelques secondes d'intervalle. Vladimir Poutine a emprunté un Ilyushin, parti de Moscou vers 11h du matin, heure de Paris, un vol d'environ 11 heures. À la différence de Donald Trump, Vladimir Poutine a le pas léger, presque sportif. Il ne se tient pas à la rampe, descend vite, tandis que Donald Trump prend son temps avec un pas plus lourd, plus prudent. C'est la première fois depuis 9 ans que Vladimir Poutine se rend sur le sol américain. Il est assez ironique de rappeler que ce territoire immense, l'Alaska, fut vendu par la Russie aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars en 1867. Aujourd'hui, cela équivaudrait à environ 150 millions. C'est probablement ce que Donald Trump appellerait le meilleur deal de l'histoire des États-Unis. Comme quoi, le pays n'a pas attendu Donald Trump pour faire de sacrés deals, parfois au détriment d'autres nations. Des humoristes ont même imaginé que le deal sur l'Ukraine consisterait cette fois à redonner l'Alaska à la Russie en échange de la paix en Ukraine. Une blague évidemment, surtout lorsqu'on connaît Donald Trump en affaires. Les deux présidents sont donc descendus presque simultanément. Leurs tapis rouges respectifs se rejoignent. Donald Trump, arrivé en premier à l'extrémité du tapis de son homologue, attend quelques secondes, tape dans ses mains, et les deux hommes se rejoignent enfin sous les caméras du monde entier pour une poignée de main historique. On a presque l'impression d'assister à Neil Armstrong foulant la Lune pour la première fois. Sauf qu'aujourd'hui, personne n'a la tête dans les étoiles, malheureusement. Il s'agit de discuter d'un possible règlement du conflit ukrainien, et c'est à la fois essentiel pour l'humanité entière, on parle tout de même d'un risque de troisième guerre mondiale depuis 2022, et tragiquement pathétique d'en être arrivé là. Quand les deux hommes atteignent l'estrade où s'affiche en grandes lettres blanches Alaska 2025, un bombardier furtif B-2, escorté de 4 F-22, survole la base. Le bruit surprend Vladimir Poutine qui lève brièvement les yeux. Est-ce un message des Américains pour mettre la pression? Puis il se serre la main une seconde fois avec les 2 F-22 alignés derrière eux, une mise en scène militaire claire sur cette base stratégique américaine. Ils redescendent ensuite pour rejoindre The Beast, la Cadillac blindée présidentielle. Vladimir Poutine semble avoir renoncé à sa limousine Horus et embarque avec Donald Trump. Geste inattendu, mais qui en dit long sur l'atmosphère des discussions à venir. Un changement de dernière minute est annoncé. Les conseillers se joindront finalement au pourparlers. Le tête-à-tête tant redouté avec Vladimir Poutine, dont on dit ou fantasme qu'il possède un pouvoir de manipulation hors norme hérité de ses années de KGB à Berlin-Est, n'aura donc pas lieu. Et c'est probablement un soulagement pour une partie des élites politiques européennes et américaines. Rappeler le passé de Vladimir Poutine au KGB, c'est aussi une manière de raviver la peur de la guerre froide et de jeter la suspicion sur toute tentative de dialogue ou d'ouverture.
Côté américain, le secrétaire d'État Marco Rubio et l'envoyé spécial Steve Witkoff sont présents. Côté russe, Vladimir Poutine est accompagné de son fidèle ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et de son conseiller diplomatique Yuri Ushakov. On est donc loin du tête-à-tête très controversé qui avait eu lieu à Moscou en 2018 et qu'on pensait devoir se reproduire aujourd'hui. Sur la vidéo du début de rencontre, Donald Trump apparaît grave, concentré, loin de son attitude fanfaronne habituelle dans ce type de moment. Après 3 heures de discussion, le Kremlin annonce « Les négociations en petit comité ont pris fin ». Il est alors minuit 36 à Paris. La conférence de presse débute une demi-heure plus tard. Et si les tensions n'étaient pas assez fortes, les mots choisis par chacun vont les faire monter d'un cran. Vladimir Poutine prend la parole en premier. Il laisse entendre qu'un certain nombre de points ont bien été validés, mais il redoute que l'Ukraine ou certains pays européens ne cherchent à torpiller ce début d'accord. Un message lourd de sous-entendu qui suggère que ce qui a été mis sur la table pourrait être jugé inacceptable côté européen. On pense bien sûr à la question des oblasts. Kiev ne veut rien céder, mais militairement, la réalité du terrain ne lui est plus favorable. Autre hypothèse, une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN officiellement écartée. Cela semble déjà quasiment acté. Une démilitarisation de l'Ukraine? Peu probable. Quand Vladimir Poutine dit que la sécurité de l'Ukraine doit bien sûr être assurée, cela semble exclure une telle clause. Cela devrait soulager les Européens. Mais un retour de la Russie dans le concert des nations, lui, semble bien avoir été abordé. Un retour à des relations pragmatiques et constructives entre la Russie et les États-Unis, dit-il. Donald Trump prend ensuite la parole. Il parle lui aussi de Great Progress, de plein de choses déjà décidées, peu récentes encore à discuter. Mais que faut-il comprendre par là? Qu'ils ont réglé les points les plus simples ou que les dés sont déjà jetés? On peut imaginer qu'ils ont effectivement avancé sur ce qui posait le moins de blocage. Une déclaration de cessez-le-feu, la poursuite des discussions, un engagement à ne pas attaquer en dehors de l'Ukraine, ou encore l'idée d'un canal diplomatique permanent entre Moscou et Washington. Mais les sujets les plus épineux restent probablement sur la table. La phrase suivante de Donald Trump va alimenter toutes les spéculations. L'un des points est probablement le plus important, mais nous avons de très bonnes chances d'y parvenir. Faut-il comprendre qu'il s'agit du départ de Volodymyr Zelensky? Une exigence formulée à plusieurs reprises par Vladimir Poutine qui préférait une figure plus consensuelle à la tête de l'Ukraine. Donald Trump, en bon négociateur, conclut qu'un accord n'existera que lorsqu'ils seront d'accord sur tous les points. Logique, mais aussi une manière d'annoncer que rien n'est encore signé. En fin de conférence, Donald Trump me donne l'impression d'être très pro, loin de l'image d'amateur qu'on lui colle souvent en Europe. Il annonce vouloir contacter l'OTAN, Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants, comme pour rassurer, rien ne sera imposé unilatéralement par les États-Unis. La conférence de presse se termine sur une note plus légère, avec une blague inattendue de Vladimir Poutine en anglais à propos du prochain rendez-vous, Next one in Moscow, dit-il en souriant. Un signe que la discussion avance? Peut-être. Hier encore, Donald Trump disait qu'il saurait en 5 minutes si ce face-à-face pouvait aboutir à quelque chose. Apparemment, la réponse est oui. L'invitation à Moscou est lancée. Pour moi, il est temps d'aller dormir. Et si vous avez apprécié cette analyse et ma nuit blanche, alors faites-le moi savoir. Merci et à bientôt.